Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison des émissions Arthur Lloyd Coffee. Pour cette nouvelle saison, j'ai cherché un partenaire qui partage les mêmes valeurs de l'émission, permettre à des décideurs locaux de venir échanger sur le plateau sur leur vision, leurs projets et différents sujets. J'ai trouvé ce partenaire et je suis ravi qu'il soit là, Vincent Badin de BDO. Bonjour Sébastien, Vincent Badin, je suis expert comptable et commissaire aux comptes associé au cabinet BDO. Donc BDO, on est une société pluridisciplinaire et on accompagne les dirigeants d'entreprises, de la TPE au grand compte, dans leurs besoins d'audit, conseil, expertise comptable, expertise sociale, en juridique et également en fiscal. Et chez BDO, on a à cœur d'être des acteurs de proximité avec nos clients, de relations humaines, et ça avait sens de t'accompagner cette année pour ta saison 2 de tes Arthur Lloyd Coffee. Merci, je suis ravi que tu nous accompagnes. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille ensemble depuis la création de l'agence en 2006 avec Manuel Asensio à l'origine. Et merci de nous rejoindre et de nous soutenir pour ces prochaines émissions. D'ailleurs Vincent, tu seras notre dernier invité de la saison 2024. Avec grand plaisir. Et que peut-être qu'on peut annoncer, mais qu'on aimerait tourner dans tes bureaux. Tu as des jolis locaux sur Rovaltin. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce second rendez-vous des Arthur Lloyd Coffee. Émission 0% complexée, 100% conviviale des décideurs locaux. Le concept est très simple, j'ai des invités qui viennent sur le plateau pour échanger sur leur histoire, leurs projets, leurs visions, sur des enjeux qui nous concernent tous. Et pour ce second rendez-vous, j'ai la chance d'avoir sur le plateau Philippe, bonjour. Bonjour Seb. Et Nicolas, bonjour. Bonjour Seb. J'espère que vous allez bien. On va passer un petit moment ensemble, on va pouvoir échanger un petit peu sur les différents sujets. Alors, je vais commencer par toi, Nicolas. Ouais. Nicolas Mourier, les magasins Cocoon Animal Shop. Ça a été créé en 2005 à Brignoles. Ça s'appelait la Centrale Animal Company. Et tu l'as racheté il y a un an. C'est 33 magasins au total, 10 franchisés. Tu as fait 5 ouvertures entre octobre 2023 et le mars 2024 avec des projets. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus pour te présenter ? Alors, déjà, je suis valentinois d'origine. Oui, j'ai pas dit ça. On se connaît depuis longtemps. Exactement, on se connaît depuis longtemps. On me connaît plus en fait sous l'enseigne Approche, qui était qui était la nouvelle version de mon premier magasin qui était Gravissime. On connaît tous à Valence. Voilà. On m'a connu aussi un peu sous la houlette de la présidence du Plateau des Couleurs. Oui. Qui essayait d'animer un peu toute la zone commerciale pendant quelques années. Et en fait, la structure Approche, le groupe Approche a été cédé en 2021. J'ai vendu en 2021 à un concurrent. Et voilà. t'es reparti sur une nouvelle aventure. Et une petite année de pause après 20 ans de travail acharné m'a fait beaucoup de bien. Et puis, dans la petite histoire, en fait, pendant cette année de pause, bien sûr, je cherche un nouveau projet et je tombe sur le dossier Cocoon qu'on me propose. Voilà. T'as une passion pour les animaux ? J'aime bien les animaux, on peut pas dire que j'ai vraiment une passion pour eux, mais voilà, on a chat, chien, bien évidemment. Ok, tu nous en diras un petit peu plus. Exactement. Philippe Laurent, c'est les magasins Décor Discount. Alors ça a été créé en 1987, tu l'as repris en 2002, il y avait 10 magasins. En 2011, ton frère t'a rejoint, je crois que tu travailles en famille avec ta femme et un cousin aussi. Un cousin. Et aujourd'hui, c'est 23 magasins, c'est plus d'1 million de clients, 200 collaborateurs et un chiffre d'affaires autour de 40 millions. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour te présenter un petit peu plus ? T'es du secteur, toi ? Je suis de la région depuis tout temps. Je suis donc le dirigeant de cette entreprise, qui est une entreprise un peu particulière dans la mesure où, mais un peu comme toi, nous sommes une entreprise qui est une entreprise indépendante. Ce genre d'entreprise n'existe plus aujourd'hui, c'est-à-dire que les grands groupes ont pris l'ensemble du marché. Cette entreprise est un peu particulière aussi de par sa conception, c'est un domaine un peu unique, dans la mesure où on associe à la fois du qualitatif, mais aussi une compétitivité de prix et une représentativité. En gros, pour faire simple, un spécialiste, il a tendance à être spécialiste mais cher, et
des faiseurs qui seraient sur des prix compétitifs ont tendance à ne pas avoir de force de vente qui soit spécialiste. On a la chance d'arriver à allier les deux. D'accord. Voilà. Et toi, tu n'as pas de franchisé? Non. C'est tout intégré? Non. Ok, bon, on va vous découvrir un petit peu plus tout à l'heure sur vos business. Parfait, maintenant qu'on sait avec qui on va boire un bon café, on va regarder la séquence question à 1 million. Jingle. Alors, dans un monde de plus en plus digitalisé, comment voyez-vous l'évolution du retail physique? Quelle stratégie adopter pour tirer profit de la transformation numérique tout en maintenant une expérience client enrichissante en magasin? C'est des sujets qui vous concernent? Bien sûr. Oui, complètement. Complètement. C'est des sujets qui ont été travaillés historiquement quand on a sur la structure d'approche, puisque du coup on était dans les années 2000, on va dire 2015, où la montée en puissance du digital et du retail digital était vraiment une contrainte pour les retailers physiques. Et il a fallu s'adapter, comprendre, l'intégrer économiquement avec les nouveaux schémas qui étaient imposés par le digital et qui étaient très différenciants de la méthode de travail de gestion du retail classique. Ça a changé vos métiers? Ça n'a pas changé le fondement du métier, mais oui, j'aime bien ce que tu dis. D'abord, ça correspond pour nous aussi 2015 à peu près. Et c'est vrai que j'aurais tendance à parler de contraintes. Parce que le digital, pour nous, enfin pour moi, je le considère comme un avantage pour tous les consommateurs, mais une contrainte pour nous, les entreprises, au même titre un peu que l'évolution du RH. Il y a quelques années de ça, une PME avait un chef comptable qui faisait à la fois les payes et la comptabilité. Aujourd'hui, on a un chef comptable et un DRH. C'est devenu un mal nécessaire et il en va de même pour la digitalisation. En 2015, j'avais j'avais une personne à la communication et aujourd'hui, j'ai une équipe de 5 personnes où chacun a un poste spécifique. Le grand gagnant dans l'histoire, c'est donc le consommateur, lequel va avoir pléthore d'informations consultables sur smartphone et ainsi de suite. Et puis donc une évolution à laquelle il faut qu'on s'adapte en permanence pour répondre à cette exigence qui passe par toute forme de problématiques à régler pour nous. Ça passe par tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux sont devenus incontournables. C'est un nouveau mode de communication qu'on ne peut ignorer. Ça passe aussi par l'évolution, et ça c'est très complexe, de tout ce qui est data. Puisqu'avant, et je parle de ça il y a très longtemps, on vendait un produit, on donnait 3 arguments sur le produit et c'était fini. Aujourd'hui, pour remplir une fiche produit, il faut 40 à 70 champs d'informations. Ça a créé un transfert de fonctionnement de métiers qui ont dû évoluer, puisqu'avant on avait un métier communication, un métier marketing et un métier achat. Et aujourd'hui, ça tend à se rejoindre un petit peu. Il est difficile de trouver les limites de chacun, puisqu'on a besoin de plus en plus d'informations. On doit vendre un produit, on doit parler du produit, on doit faire des photos, des vidéos, des tutos. Donc oui, c'est devenu un métier très complexe. Celui qui est le client qui vient dans vos magasins, il est déjà ultra renseigné, il a regardé tout ce qui se passait sur Internet et puis il en connaît presque autant que le vendeur et après il a besoin d'échanger. Comment ça... Clairement, aujourd'hui, dans n'importe quel milieu, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel moi, j'ai dû approfondir parce que je ne le comprenais pas au départ et je ne comprenais même pas comment je pouvais l'intégrer en fait, de manière fiable économiquement au retail classique, au retail physique. Donc il y a eu une grosse démarche d'apprentissage dessus et aujourd'hui, la vision que j'ai du système de retail digital, c'est que, comme le retail physique d'ailleurs, on ne peut pas avoir de dissonance entre les deux et le consommateur doit être en fait sur ce qu'on appelle de l'omnicanalité dans le jargon technique, mais c'est plutôt du sans couture pour le consommateur, c'est-à-dire qu'il vit la même expérience sur le digital que ce qu'il peut la vivre en magasin. Et aujourd'hui, un consommateur est tellement éduqué, c'est la question que tu poses, il est tellement éduqué par le digital avec une quantité d'informations qui est ultra importante, il arrive pour certains, que ces personnes-là se déplacent en magasin et se trouvent à avoir une information technique qui est parfois plus élevée que celle de nos propres vendeurs, ce qui désarçonne un peu les vendeurs. Après, le sujet étant que je trouve qu'il est très compliqué aujourd'hui d'avoir une disparité entre l'expérience qu'il y a dans le digital, qu'on peut trouver sur nos smartphones et sur notre ordinateur quand on va chercher de l'info qu'on veut consommer, et de ne pas vivre la même chose en magasin. Mais ceci dit,
c'est extrêmement compliqué pour nous, chefs d'entreprise, d'arriver à imbriquer les deux. Parce que ça a un coût qui est gigantesque, financier, ça a un coût humain, comme Philippe vient de l'expliquer, parce qu'il faut renforcer les équipes. En plus, les métiers ont beaucoup évolué. Les uns s'imbriquent dans les autres et vice-versa. Donc tout le monde doit s'adapter. C'est des sujets qui sont majeurs, mais à ce jour, le retail physique ne peut pas faire sans digital. Et je pense que l'inverse est vrai. Est-ce que vous vendez aussi en digital sur site ou forcément ça passe au magasin? Alors, c'est un sujet qui... Pour acheter une moquette, un sol, de la peinture, on a besoin d'aller le chercher. Pas forcément. Aujourd'hui, tout est livrable de partout. Mais oui, je souris parce que c'est un sujet, nous sommes en plein au cœur de ça. Nous sommes en train de développer un site vitrine en site marchand. Donc, sous peu, nous allons effectivement effectuer des ventes en ligne. Nous avons 23 points de vente. On considère que le site internet sera un 24e. Et oui, il y a beaucoup de similitudes entre il faut qu'il y ait une correspondance. C'est-à-dire qu'il est quand même assez, en tant que consommateur, je trouve assez déplaisant, par exemple, d'aller sur certains sites, sur certaines plateformes, et de devoir faire le filtre nécessaire pour dire est-ce que ça c'est vendu par telle société ou est-ce que c'est pas vendu par une plateforme. Derrière, ce qu'on constate dans notre métier, par contre, c'est que nos clients ne sont pas forcément très aguerris en termes de technicité. Ils aiment encore venir s'enquérir. Je pense qu'un vendeur en physique rassure quand même plus qu'une fiche technique. Ensuite, dans nos produits, ce sont des produits de décoration. Je pense à la peinture, je pense à tout ce qui est tissu, je pense à tout ce qui est vêtements de sol. Et ce sont des produits qui méritent quand même d'être vus et touchés. Ah oui. Parce que c'est comme compliqué. Pour moi, un produit peut se vendre sans besoin du physique dès lors que soit il répond à une définition technique précise qui permet d'identifier à coup sûr, ou pour un achat qui soit non impliquant. Non impliquant, j'entends par là un produit qu'on achète d'une façon récurrente ou qui peut être interchangeable. Acheter une chemise, bon, c'est raté, c'est pas très grave. Par contre, prendre une peinture qu'on va appliquer et qui ne va pas convenir, il y a une mise en œuvre qui va avec et qui est quand même plus compliquée. On a d'ailleurs des informations à ce niveau pour lesquelles on nous annonce que l'un de mes concurrents, Leroy Merlin, pour ne pas le citer, qui est un des plus gros sites français, ont quand même un taux de 80% d'internautes qui vont, après avoir consulté le site en magasin, encore pour toucher le produit. Oui, c'est pour ça que je te posais cette question, parce qu'ils arrivent, ils ont déjà consulté, ils savent déjà un petit peu, et puis après il y a le côté vendeur. Et justement, tout à l'heure on en parlait un petit peu, comment ça réagit dans vos magasins, tu disais le 24e magasin, les vendeurs, comment ils réagissent? C'est toi qui m'en parlais tout à l'heure, ça y est. On a évoqué le dossier. Oui, en fait, évidemment que ça les bouscule, parce que suivant la politique qui est inclue dans la rémunération, en fait, s'ils sont indexés sur le chiffre d'affaires, la marge ou je ne sais quoi d'autre, en fait, le digital bouscule tout, parce qu'il va venir capter une partie du business ou pas. Ça, on n'en sait rien, parce que le digital a aussi un aspect qui est quand même vertueux à ramener le consommateur sur le point de vente. Quand on est sur une politique on va dire de digital vers le magasin, on a ce genre de stratégie. On peut très bien avoir une consommation qui se fait sur le digital avec une livraison sur le point de vente. Alors là, c'est pire que tout parce que en plus, on ramène le consommateur vers le magasin alors que la vente a été encaissée sur le digital et le travail doit être fait par le point de vente. Donc là, il y a une politique, il y a des process, il y a énormément d'éducation à faire au niveau de nos propres équipes pour qu'ils adhèrent au projet pleinement, parce que sinon ça peut être extrêmement contre-productif. Ça peut même être lourd de conséquences, c'est-à-dire que ça peut casser clairement le nouveau développement ou parce qu'on a des velléités de business qui sont importantes sur le digital et ça peut les briser. Complètement. Il y a plein d'effets pervers dont il faut tenir compte. Un autre effet pervers, c'est la facilité au contraire qu'aurait un vendeur à se dire « Tiens, finalement, je vous conseille, mais plutôt, donc pour nous, on a des produits qui sont volumineux, donc lourds, plutôt que de m'embêter à faire une coupe de revêtement de sol ou porter des pots de peinture, je fais ma vente et puis derrière, j'incite le client à acheter sur Internet. Ce qui, pour nous, va générer à prix égal des frais de transport qui sont à rajouter. On a aussi la contrepartie, comme tu le disais, de vendeurs qui pourraient mal accueillir un client qui vient rendre, par exemple, parce que souvent c'est le cas, on a la possibilité de rendre plutôt que de payer un coût de transport pour un retour.
il y a la possibilité offerte par tous les sites de ramener physiquement la marchandise en magasin. Et là, on peut avoir des convenus d'un vendeur, qui accueille mal un client dont il n'a pas fait la vente et pour lequel il n'est pas rémunéré, puisqu'effectivement, la rémunération est un problème. La rémunération sur le site ne rentre pas dans le champ de ce que va percevoir un vendeur, ce qui peut paraître logique, mais il y a effectivement des cas de figure qui vont se poser. L'avantage que perçoivent l'ensemble de nos points de vente, c'est que sur bon nombre de sites, on n'arrive pas à avoir à toucher l'ensemble du territoire. Je prends par exemple pour nous sommes implantés dans différentes villes qui, dès lors qu'elles sont relativement grandes, je pense à des villes comme Toulouse, Montpellier ou Grenoble même, ou Lyon, on ne va pas toucher tout le secteur. Mais par contre, avec un site internet, on peut très certainement, et c'est ce sur quoi tout le monde croit, rajouter des clients qui deviendraient donc des clients physiques parce qu'ils découvrent l'enseigne. Quoi qu'il en soit, on part à l'aventure. Donc, comme toute aventure, on essaie de penser au maximum à l'avance, mais il y a forcément un certain nombre d'impondérables qu'il conviendra de régler au fur et à mesure. Et concernant, vous savez que je peux peut-être te donner, concernant les primes liées aux vendeurs, je me suis adressé à eux en disant que l'engagement que je faisais, c'est que ce sera plus positif pour eux dans le sens où je m'engage à maintenir la même base salariale de primes sur l'année après la mise en place du site, indépendamment de ce qui se passe à chiffre égal. Oui, bien sûr. On a beaucoup réfléchi sur le système, parce que alors, moi, pour le coup, j'avais un peu plus d'expérience là-dessus, parce que l'omnicanalité qu'on avait créée avant sur la structure d'approche, en fait, on était arrivé à la faire tendre à 18% du CA, donc sur le digital. Mais ça a permis aussi de tracter le périmètre historique des magasins. Donc, ils ont bien compris, en fait, l'intérêt. Et derrière, en fait, on avait créé des clés de répartition de rémunération en fonction d'être sur du click and collect, ou pas. Voilà, parce que c'était en gros c'était plutôt l'élément le plus interrogatif qu'il y avait. Dans tous les cas, un des éléments vertueux qu'il y avait le digital vers le physique, c'est aussi que ça nous créait beaucoup d'obligations sur la qualité du projet commercial. En gros, la promotion qui était sur le digital devait découler automatiquement sur le magasin physique, et du coup on se trouvait à avoir des mécaniques d'animation commerciale qui étaient beaucoup plus puissantes. Bien sûr. Et on animait du coup les magasins au même niveau que le digital. Bien évidemment, puisque le consommateur, c'est ce que j'ai expliqué au début, ne doit pas subir la complexité du changement de notre métier. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est que tout ce qui est pratiqué sur le digital se retrouve dans le magasin physique, et ce qui est pratiqué dans le magasin physique, les best practices, doivent l'être également sur le site internet, dans le sens où on doit avoir une navigation aussi fluide qu'un magasin, une offre aussi fluide qu'un magasin, un aspect marketing identique, une visualisation des codes couleurs, etc., etc. En fait, l'ambiance qui est créée dans le point de vente doit se retrouver sur le site internet et vice-versa. Ça fonctionne plutôt, vous développez vos points de vente et vous faites des sites qui vont répondre à ça, ou vous commencez par dire on va faire un schéma numérique site internet et il faut que nos sites de vente physique soient le relais de l'internet. Non, je ne sais pas pour toi, mais je pense que c'est identique à moi. Le chiffre principal et majeur reste le magasin physique. Là où je te rejoins une fois de plus complètement, c'est qu'effectivement, moi je qualifie ça de triptyque. C'est-à-dire qu'il y a trois visions. L'avènement du digital, malgré ses contraintes, permet aussi des choses positives. Et donc, en développant un site internet, ça permet aussi d'avoir une communication et une information identique en magasin. Le troisième volet, donc magasin digital, et le troisième volet du triptyque, c'est aussi, donc, après l'information clientèle, c'est aussi la formation vendeur. Nous sommes confrontés à un turnover conséquent, et l'outil digital permet aussi, dans une communication identique, peut-être approfondie pour la partie vendeur. Il est certain qu'on ne va pas renseigner un client sur les Franco, les délais de livraison interne, ainsi de suite. Mais quand même, personnellement, il y a une chose qui m'a toujours insupporté dans le commerce, c'est de me retrouver face à un vendeur incompétent. Parce que c'est source de non-achat, pratiquement évidente. Et je m'insurge parce que, bien souvent, pour bon nombre de produits, les informations sont quand même basiques et simples. Et je suis toujours effaré de voir dans bon nombre d'enseignes, dont parfois la mienne, des vendeurs qui ne sont pas assez aguerris. Et cet outil permet donc d'avoir vraiment la maîtrise de ce qui est le plus simple, le plus basique possible, et dupliqué donc sur 3 plans identiques. Net. Et net. Okay.
Pour rebondir là-dessus, de toute façon, je pense comme Philippe, nous on est des retailers qui venons du magasin historique, le commerçant, entre guillemets, que j'appelle de base. On est des vrais commerçants dans l'âme, d'accord ? Et le métier du e-commerce, c'est vraiment un métier à part entière. L'aspect c'est un commerçant ultra marketé, en gros, le e-commerce. Parce que du coup, il n'y a plus de rapport humain. Donc la force du marketing est obligée d'être là, et bien évidemment du prix. Parce que en gros, ce qui va changer de braquet et qui va donner de l'intérêt au digital, et tout le travail qui a été fondé depuis le départ sur le digital, c'est d'avoir une offre commerciale qui est ultra compétitive en termes de tarifs. C'est ce qui fait plus facilement changer, basculer le choix du consommateur. Aujourd'hui, moi, alors juste peut-être le complément que je peux amener par rapport à Philippe, c'est que moi j'ai des magasins de taille qui sont différents. L'énorme intérêt du digital, c'est de représenter 100% de l'offre. Et j'ai des magasins qui ne peuvent pas avoir 100% de l'offre. Et ça donne encore un peu plus d'armes à mes équipes qui sont sur des points de vente qui ne disposent pas de l'intégralité de l'offre pour ne jamais dire non aux consommateurs. En réalité. Je vous le trouve Exactement. dans 2 jours, c'est là. Le client fait l'effort d'aller en magasin. Il s'attend à ce qu'il y ait le stock, donc voilà, il faut qu'il y soit. Et quand il n'y est pas, il ne faut pas qu'il reparte avec une impression négative. Et en gros, le site internet est là pour compléter l'offre du magasin en disant bien sûr à notre consommateur que son produit préféré, qui n'est peut-être pas référencé sur ce point de vente, de toute façon, sous 48 heures, il sera dans sa boîte aux lettres. Voilà. Oui, c'est valable pour nous. On a des magasins, là, nous aussi, de tailles différentes, et pour lesquels on décline 2 ou 3 types de gamme, selon la puissance du magasin. Et effectivement, ça permet d'avoir... Alors, au-delà de la taille, il y a aussi des produits qui sont des produits qui ne méritent pas d'être stockés. C'est-à-dire des produits un peu niches, pour lesquels il y a une forte déclinaison possible de variables de couleurs ou de dessins, et pour lesquels, donc, on peut concevoir que le client soit prêt à attendre un petit peu. Le client physique, il est bien souvent impatient. Parce qu'il a pas de revenir 2 fois, et parce que... il a fait l'effort de venir, il veut repartir avec. On tous pareil, on se dit, je viens le jeudi ou le vendredi, et puis je veux appliquer mon produit dès le lendemain. Rares sont les clients qui se disent, j'achète un produit pour dans 15 jours, 3 semaines, et puis je mettrai le temps neuf. Par contre, dès lors qu'on me propose quelque chose qui est à la fois d'ailleurs un peu différencié, personnalise un petit peu la demande, là, le client comprendra, j'imagine, un peu plus que, ben oui, je peux attendre un peu. Le e-commerce présente aussi l'avantage de nous obliger à devenir meilleurs, comme tu disais, dans la gestion des stocks. Pour les magasins ou les sociétés qui vendent, non pas sur une plateforme comme ce sera notre cas, mais sur chaque site, on est obligé d'avoir un stock précis. Sauf de quoi l'internaute ne va pas être satisfait, mais le client physique non plus. Et ça permet aussi une homogénéité de présentation, de concept, de stockage, ainsi de suite. Pour revenir d'une façon plus large sur la digitalisation, nous travaillons aussi actuellement sur, là encore, une déclinaison donc, des outils permis par cette digitalisation. Et nous sommes en train de mettre en place un système pour nos vendeurs de e-learning. Donc le e-learning, c'est quoi ? C'est pour les vendeurs. Pour les vendeurs. Et même plus que ça va nous servir de sorte de communication interne, non pas un intranet, mais un outil. Donc en gros, c'est quoi ? C'est une application qui se développe sur tablette ou smartphone, parce que c'est quand même plus pratique, et sur lequel, d'une façon ludique, on a des informations. Ludiques parce que c'est des quiz, il y a aussi des jeux, des questions, donc c'est quand même un moyen de plus, grâce à la digitalisation, de rendre l'information accessible sans qu'on puisse demain dire « je ne sais pas où trouver cette information ». L'information, on l'a dans la poche. Parce qu'on est sur le téléphone et qu'on est tous greffés. C'est accessible et là, du coup, l'expérience client physique en magasin, elle est renforcée. C'est ça. Très bien. Bon, c'est un vaste sujet, je pense que ça va encore évoluer énormément. Donc on a bien répondu, on se partage le million, c'est ça ? Bah, moi j'allais plutôt dire qu'il fallait le doubler parce que vu la qualité de la réponse. On va voir. J'ai des sponsors cette année pour les émissions, je vais leur demander. Merci en tout cas de nous avoir partagé cette vision. On va voir si vous êtes inspirés sur d'autres thèmes. Jingle ? On va regarder une petite vidéo et puis je vous laisserai me faire un retour sur ces images. Au royaume du commerce, une révolution est en marche. Dans les grandes surfaces, dans les magasins,
les consommateurs ont décidé de prendre le pouvoir. Leur mot d'ordre, ne plus payer le prix fort. Je ne veux pas être le seul qui encore paiera 100 alors qu'il peut payer 90, quoi. Si on peut l'avoir à ce prix-là, pourquoi l'acheter plus cher? Vaste sujet. Pour moi, c'est pas un sujet nouveau. Ouais. On semble découvrir un phénomène qui est la base de notre constitution. Notre société s'appelle Décor Discount. Elle a une quarantaine d'années. Et donc, ça fait 40 ans qu'on se pose la question de se dire comment vendre. Discount, ça veut dire quoi? Ça veut dire vendre le moins cher possible. Donc, créer des opportunités. Donc, ça me paraît être une question d'actualité qui n'en est pas une non plus. C'est renforcé quand même aujourd'hui. On parle beaucoup de pouvoir d'achat. On a un contexte économique particulier. La digitalisation arrive. C'est vrai que ce nom-là vous interroge toujours. Discount. Oui, alors c'est renforcé par l'actualité, c'est certain, mais toute grande surface, même, enfin toute société conséquente a des concurrents, même les petites sociétés d'ailleurs, et donc on a toujours été confronté à des problèmes de concurrence qui font que on doit se positionner soit sur un plan qualitatif, soit sur un plan d'une meilleure offre, et soit, depuis quelque temps, effectivement, peut-être de façon accrue, sur un positionnement tarifaire qui devient primordial pour beaucoup de gens. On a un petit peu parlé tout à l'heure, on parlait des prix, comment ça marche chez toi? Alors nous, on a une politique qui est un peu particulière, j'avoue, parce qu'on a une carte de fidélité qui est extrêmement puissante et qui vient un peu à la dissonance de ce qui se pratique aujourd'hui. C'est-à-dire que, je m'explique, et on va revenir encore sur le point d'avant malheureusement, mais maintenant aujourd'hui c'est lui qui donne le là. C'est-à-dire que le e-commerce permet aux consommateurs en fait d'avoir un système de comparaison de tarifs ultra précis, ultra rapide et connecté au bout du pouce. Au magasin. Voilà. Donc, soit on est au prix, soit on l'est pas. Après, ça dépend de notre stratégie et ça dépend de ce qu'on peut amener derrière comme service ou comme information complémentaire ou pas. Ça, c'est un choix de lancer. Derrière, pour ce qui concerne Cocoon, en fait, on a décidé d'avoir une carte de fidélité qui était payante, qui donnait un droit d'accès à une remise annuelle qui était conséquente par rapport au reste du marché. Aujourd'hui, avec la transformation justement de cette société pour la transformer de manière omnicanale et en intégrant le web, on va être confronté à une problématique de comparaison de prix, on va dire facing, qui ne peut pas déroger en fait au système de comparaison qu'on peut avoir par rapport à nos concurrents. Et aujourd'hui, notre carte de fidélité étant très présente, nos consommateurs y trouvent vraiment un intérêt puisqu'on amène une remise qui est bien supérieure à ce que la concurrence peut amener. On va devoir retravailler malgré tout notre affichage de prix classique qui était en magasin, qui permettait d'être très compétitif si on avait la carte de fidélité, qui potentiellement pouvait l'être un peu moins si on n'était pas porteur de la carte. Ça, c'est ce qui fonctionnait avant. Ça, c'est ce qui fonctionnait avant, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui encore très bien, mais comme on amène la brique du digital qui va nous faire comparer uniquement les prix facing magasin au prix digital, en fait, la carte de fidélité ne jouera plus dans le système. Donc là, on doit trouver, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais on doit trouver la bonne équation pour qu'on ne soit pas, qu'on ne perde pas notre consommateur avec un prix de vente facing qui soit peut-être un peu trop supérieur par rapport à l'offre actuelle, alors que derrière, on aurait potentiellement un service avec une carte de fidélité qui, pour le coup, nous ferait redevenir extrêmement compétitif. Ça, c'est des problématiques du digital qui sont complexes. Parce que, bon, tu as du produit de consommation, donc ils viennent régulièrement. Oui. Toi, tu as un client, il a des travaux à faire, il est fait, mais il ne va pas venir acheter une moquette chaque année. Ça dépend, on peut avoir des clients qui ont plusieurs pièces dans leur maison Ouais. et qui ont des besoins. Pour revenir sur le sujet, de façon plus générale, j'ai toujours été surpris par la subjectivité de l'analyse qu'en font les consommateurs et leur prétention quelque part à être capable d'imaginer schématiquement qu'une société est mieux placée qu'une autre. Ça m'a toujours interpellé. Si je prends, je dis n'importe quoi, Auchan contre Carrefour, on parle de sociétés qui vont développer des dizaines de milliers de références. Or, si vous faites une interrogation sur un dos crochet, vous avez des gens qui sont persuadés que A est moins cher que B et vice-versa. Moi, je suis admiratif de ces gens-là qui ont donc un cerveau greffé à un ordinateur extrêmement puissant dans leur tête, parce que moi-même, je ne sais pas le faire avec des outils informatiques, puisque ces prix en question tendent à fluctuer tout le temps. On parle donc en fait plus de subjectivité, c'est-à-dire de connotation donnée par la digitalisation,
peut en faire partie, mais pas forcément, par la communication. Et donc sur la perception plutôt que forcément sur la réalité. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est donc, est-ce que je communique en montrant tout à l'heure sur l'image, on voyait, sur la vidéo, on voyait quoi? On voyait des bons coupons, des remises, c'est plus sur le sentiment dégagé que sur forcément la réalité. C'est très clair. Hein. Alors là, on a une signature qui est impeccable dans le milieu du retail. Il s'appelle Michel-Édouard Leclerc. Ouais. Enfin, franchement, il n'y a pas meilleur communicant sur l'image de Leclerc qui potentiellement, à une époque, pouvait paraître plus cher, avec un challenger qui explosait tout, qui s'appelait Lidl. Et depuis, en fait, la crise de l'inflation, on a eu une personne qui était omniprésente médiatiquement, avec une culture derrière qui a été faite au niveau des achats, mais malgré tout, qui a écrasé en fait l'image auprès du consommateur d'un discounter d'origine. Et il est passé loin devant. Ah oui. Donc ça c'est assez dingue. Et après, pour l'autre petite anecdote qui est là, qui est plus, on va dire, qui est plus proche du terrain, un magasin avec une image extrêmement discount a changé de concept merchandising pour le rénover, étendre à mieux pour les clients, pour les équipes et pour donner un peu plus d'intérêt à venir sur le point de vente. Il n'a pas changé d'un iota sa politique tarifaire. Les consommateurs sont revenus dans le magasin, ils ont tous cru que les prix avaient augmenté de 10 ou 15% tellement le magasin était beau. Ça, c'est une problématique importante, c'est complexe, parce qu'aujourd'hui, l'attente du client n'est pas que sur le prix, même si c'est un sujet d'actualité. Avant, schématiquement, je vendais d'une façon professionnelle, et donc le client concevait que face à une prestation, un service, une image, j'accepte de payer plus cher. Le discounter, quant à lui, l'image, c'était des étiquettes voyantes, vente sur palette, aucun service, un prix barré et une qualité moindre. Aujourd'hui, le client veut tout. Il veut tout, et il veut donc du beau, pas cher, du beau qualitatif, du beau dans des bonnes conditions, et ainsi de suite. Donc c'est un peu de l'information, donc et c'est pour ça que notre société a évolué. Nous nous sommes déplacés de hard discounter à soft discounter. Aujourd'hui, notre positionnement, c'est d'être, je parle de ma société, c'est d'être bien placé. Mais aujourd'hui, je pense qu'au vu de la concurrence et de l'information, personne, absolument personne, dans quelque domaine que ce soit, ne peut se targuer d'être le moins cher. Pourquoi ? Parce que justement, avec ces informations immédiates, on a tout le temps quelqu'un qui va créer une pique offensive sur un domaine d'activité. J'attaque sur ce type de produit. Pendant ce temps, mon concurrent m'attaque sur autre chose. C'est temporel. Celui qui voudrait être classé hors attaque concurrentielle devrait être positionné en étant moins 10, moins 20, moins 30% que tout le monde, moins 50, parce que là encore, on a l'aberration, et notamment sur Internet, de voir des produits qui vont être vendus sans marge pour créer des prix d'appel. Mais on conçoit tous qu'on ne peut pas avoir une société qui soit constituée d'une intégralité de produits vendus à prix d'appel. Faute de quoi, on a quand même besoin d'un peu de marge, et ça ne serait pas le cas. Sauf si tu le gères avec ta carte, avec un abonnement et du coup une remise permanente toute l'année. Oui, c'est un peu ça. De toute façon, moi, la communication qui est faite sur Cocoon, c'est que c'est l'enseigne des prix bas. Très clairement, alors qu'on est un indépendant, comme Philippe, ça devient rare, comme il l'a précisé, même dans le milieu du pet food où tout est en train de se révolutionner, donc il y a beaucoup d'indépendants encore, mais tout est en train de changer. On voit des grands groupes qui sont en train d'émerger. Aujourd'hui, Cocoon est l'enseigne des prix bas, mais parce qu'elle est renforcée par une offre de service qui donne accès à une remise qui fait que en fait, le sujet n'est plus discutable. On n'arrive pas à le faire sur tous les produits, malgré tout. Mais on a un pourcentage qui est suffisamment conséquent pour pouvoir être l'enseigne des prix bas là où on est implanté. Voilà, on n'est pas un hard discounter. Et puis, il faut savoir que derrière ça, il y a quand même, je pense que c'est la même chose pour toutes les entreprises qui sont censées, il y a quand même une réalité économique qui se doit, on doit être rentable. Et ça, on n'en a pas parlé tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué, mais ça a été une de mes grandes questions, une de mes grandes complexités à l'époque. C'était de savoir comment je faisais pour me battre contre du e-commerce qui avait un schéma de gestion économique qui était complètement différent à du retail classique. Et au milieu de ça, il y avait un banquier qui avait la double lecture. C'est-à-dire que ce qu'il autorisait au niveau du e-commerce n'était pas autorisé au niveau du retail, puisqu'on a toujours reconnu le retail physique comme plus ou moins extrêmement rentable. Alors que les bases du e-commerce, c'est de se prendre quand même, ça coûte extrêmement cher à lancer, et les points morts sont très complexes à trouver.
Et pourtant, on se retrouve à avoir des structures qui peuvent nous malmener sur la partie tarifaire, parce que eux doivent avoir des positionnements tarifaires le plus bas possible pour convertir, et parce que la concurrence, elle est effrénée, et parce que la concurrence, au lieu d'être française, elle est européenne, avec des droits différents, et ben, on se retrouve à avoir une complète dissonance de concurrence. Et ça a été quelque chose qui a été très complexe à l'époque à arbitrer. Aujourd'hui, le schéma, il est un peu différent. Et même, on ne l'a pas évoqué, mais moi j'ai la sensation que le consommateur revient plutôt sur le point de vente depuis quelques temps. Ça, je n'aurais pas à dire, mais ce qu'on sait dans notre domaine d'activité, c'est que la partie commerce est une partie marginale, dont on imagine toujours et qu'on espère ou craint, selon les cas, qu'elle aille à se développer. Mais les chiffres sont de l'ordre de 4 à 6% dans notre domaine d'activité. Ouais, c'est bas. Ben oui, comme je disais tout à l'heure, il y a un problème de toucher. Oui, vous êtes 18. Alors, sur mon ancien métier, on était à 18, et aujourd'hui, moi, ce que j'impose à mon équipe digitale sur le nouveau projet digital qui va sortir, c'est d'obtenir un 10% pour être identifié comme acteur omnicanal. Voilà. Je ne veux pas créer une structure qui serait au-delà de ce que les magasins sont capables de faire, parce que de toute façon, je ne crois pas dans une rentabilité conséquente du digital. La complexité est trop lourde et les frais qu'on ne voit pas, en fait, sont extrêmement lourds. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un sujet qui est bien maîtrisé de ce côté-là, puisque je l'ai vécu 2 fois. Et 2 fois, la plus grosse complexité qu'on peut trouver sur le schéma, c'est justement de créer un digital qui soit suffisamment conséquent pour être identifié comme un acteur, tout en étant rentable. Et là, ça, c'est un équilibre qui est extrêmement complexe à trouver. Bon, c'est un vaste sujet qui va encore énormément évoluer. Merci de vous être prêté au jeu. On va continuer avec la séquence Pris la main dans la tasse. Jingle. Alors, il y a une autre tasse qui est là sur la table. Je vais vous demander de piocher un mot et puis vous allez me dire ce que ça vous évoque. Je suis un peu plus loin. J'ai pas pioché le bon. Ah, impeccable. Je suis en plein dedans. Tu veux changer? Non, ça va. Ah. Non, moi j'ai pioché le mot recrutement. On en parlait tout à l'heure. On en parlait. Et donc, je dois en parler ou tu me poses des questions? Non, dis-moi, c'est tout chef d'entreprise, tous ceux qui passent ici, ils me parlent tous de recrutement. J'entends beaucoup que c'est difficile de recruter. Est-ce que c'est difficile de recruter? Oui, on est dans une profession, j'imagine que pour toi, Nicolas, c'est pareil, on est une profession, on a des vendeurs, et le vendeur, c'est un métier qui, depuis un certain nombre d'années, n'est plus forcément une vocation, mais c'est un métier qui a été un peu décrié, ça fut un temps, c'était, oui, je vais être vendeur, et maintenant, vendeur, c'est un métier, pour des jeunes, bien souvent, un métier de passage, et donc pas forcément une vocation. Après, je m'aperçois que tout type de poste dans les entreprises, que ce soit la mienne ou d'autres, on se retrouve confronté à des phénomènes depuis quelques années qui n'existaient pas depuis la pandémie, notamment avec des changements sociétals qui sont devenus ancrés et à mon avis définitifs. Personne ne parlait avant de télétravail, enfin, c'était inenvisageable ou c'était très marginal. Aujourd'hui, on a dans beaucoup de sociétés des gens qui viennent, des candidats qui viennent et qui, pour leurs critères, évoquent la question du nombre de temps travaillé en télétravail ou pas, alors qu'avant ça aurait été inenvisageable. Sur ton siège à Valence, tu as combien de personnes? Une vingtaine. Et donc c'est quoi, 105, 170 après répartis dans les magasins? À peu près, oui. Et donc on a des gens qui ont donc, télétravail c'est une chose, mais qui ont aussi donc d'autres aspirations. On parle beaucoup, chez les jeunes notamment, de donner du sens. Alors comment on peut gagner un salaire et avoir un métier. Donc je dirais que, c'est une évidence, que le pouvoir est passé aux salariés. Il m'est arrivé une anecdote dont je souris, mais qui est quand même un peu troublante. J'effectue un recrutement avec 2 personnes de mon équipe, DRH et un directeur régional pour un poste de responsable de magasin. Et à la fin de l'entretien, la personne me convainc, et comme on va de plus en plus vite, je lui dis ok, je vous prends. Et là, le candidat me répond, me dit je vais réfléchir. C'est un schéma qui s'est complètement inversé, parce qu'avant c'était le contraire, c'était le chef d'entreprise qui disait je vais prendre le temps de réfléchir. Et là, alors que le candidat, tout a été coché pour qu'il puisse rentrer, et c'est lui qui à ce moment-là dit. C'est toi qui as donné l'entretien au final. C'est assez fou. Donc le recrutement, oui, c'est compliqué parce qu'il y a du turnover, c'est compliqué parce qu'il y a donc une exigence.
plus que le recrutement, il y a aussi la complexité donc, du maintien pour éviter ce turnover. Parce que le turnover est préjudiciable en tout point. On a des équipes qui coûtent plus cher parce qu'on doit accumuler des postes, enfin, des périodes. On a des gens qui, n'étant pas formés, sont forcément beaucoup moins opérationnels, rassurants, comme j'étais à l'heure sur la vente, pour la partie vendeur, mais aussi globalement moins compétitifs. Donc oui, le recrutement, c'est quelque chose de compliqué. Le recrutement, je conclurai là-dessus, chez nous est en plus quelque chose de fondamental. Fondamental parce que notre société, on a parlé de la digitalisation, du commerce, mais ce qui fait le sens d'une société, et même dans la digitalisation, c'est les valeurs qu'elle développe, ce qu'elle apporte en plus qu'un produit. C'est-à-dire comment je veux un produit et qui je suis. Et ça, on le voit très nettement aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, les gens s'identifient. Les gens veulent une proximité. Par exemple, dans nos magasins, on a une page Facebook locale, donc une pour l'ensemble du groupe, mais aussi une communication pour chaque site. C'est un besoin, ça, des salariés? Non, ça n'a pas besoin du tout des salariés. Ah, pas du tout. C'est pas pour les salariés, c'est pour les clients. Les clients ont besoin d'une identification personnalisée qui fait qu'ils s'approprient la connaissance d'un magasin, qui se mettent à, entre guillemets, à liker. J'aime ce magasin ou j'aime pas, au-delà du produit. Et on s'aperçoit que les messages les plus appréciés ne sont pas forcément les messages commerciaux. On a eu comme ça des événements de vie, des anniversaires, des naissances, que les consommateurs apprécient. Et pour eux, ça casse l'anonymat peut-être d'une société considérée comme une grosse structure. Donc voilà, le recrutement, il en va de même. C'est-à-dire que dans nos valeurs, aujourd'hui, c'est une chose qui m'amuse, parce que du fait de ce turnover, j'entends de plus en plus de sociétés qui prônent depuis peu le bien-être. La bienveillance, une notion nouvelle qui n'existait pas jusqu'à présent et qui était un critère dont on ne tenait pas compte. Chez nous, c'est notre ADN. Ça a toujours été la raison pour laquelle, d'ailleurs, notre société a pu non seulement grandir et grossir, mais tout simplement perdurer. Faute de quoi, nos concurrents nationaux, voire internationaux, nous auraient absorbés depuis fort longtemps. Et ce qui nous a permis de résister, c'est cette volonté commune de développer un projet qui nous tient tous à cœur. Donc le recrutement, c'est aussi ça. C'est pas simplement avoir une personne, mais une personne qui colle aux valeurs, à qui on essaie de développer ce sentiment d'appartenance, de générer une ambiance. Parce que ça fait partie pour moi. On parle de l'humain là. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est devenu un petit peu à la mode avec tous ces RSE. Alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, on se connaît depuis longtemps, mais en fait tous me disent le RSE, l'humain, il y a longtemps que c'est dans les boîtes. Et on commence juste à communiquer aujourd'hui dessus parce que c'est à la mode et il faut le faire. Et puis parce que les salariés, ils font attention à ça. Quand tu dis, ils viennent faire un entretien, ils viennent voir surtout, tiens, c'est ce patron, j'ai envie de travailler avec eux. Avant, c'était moins des sujets. Mais par contre, je suis surpris parce que c'est déjà dans les ADN de beaucoup de boîtes. Alors, j'ai que des gens sympas qui viennent ici, donc c'est peut-être une coïncidence, mais... Peut-être, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent... Ça existe. Ouais, ça existe. Alors, il faut distinguer le RSE, qui est une obligation, d'une volonté de bien-être. C'est pas du tout pareil. La volonté de bien-être, si vous voulez, moi je pars d'un principe très simple, depuis toujours, c'est ce qui nous anime, c'est qu'on est appelé à travailler. Et qu'on a plus de temps à passer avec nos collègues de travail que ce qu'on pourrait passer en loisir. Donc à partir de là, le constat est très simple. Si je fais ce qu'il faut pour que ça se passe le mieux possible du lundi au vendredi soir ou au samedi soir selon le cas, c'est du gagnant-gagnant. Donc ça me paraît évident qu'il faut développer ça. Et le deuxième constat, c'est que nos magasins, même si on essaie de se structurer de plus en plus, restent du commerce, comme je le disais. Et un commerce, ça reste avant tout une affaire de personnes. On a beau avoir du digital, on a beau avoir tous ces outils, qu'on aura de plus en plus, il y a quand même un côté convaincant, le petit coup de pouce du vendeur, qui est quand même juste primordial. Et j'estime que, on en parlait tout à l'heure, j'estime que ce sont des chiffres approximatifs bien sûr, mais sur une base 100, un bon vendeur ou un bon directeur peut faire 120, et puis un mauvais va faire 80. Et cette fluctuation de 40 pour un chef d'entreprise, c'est une autre marge. C'est là où va se faire toute la pérennité ou pas de l'entreprise. Donc le facteur humain me paraît colossal. Et je discutais il y a peu de temps, parce que quand je me déplace de temps à autre et j'essaie d'aller à la rencontre de mes vendeurs, et j'ai effectué une tournée il y a peu de temps et j'ai rencontré de nouveaux vendeurs auprès desquels je me suis présenté et discuté. Ils étaient subjugués par le fait qu'un chef d'entreprise, même si nous sommes qu'une PME et que, bien sûr, j'imagine que les très grandes structures ont des rapports beaucoup plus éloignés, mais tout de même, ils m'expliquaient que dans des très grandes chaînes nationales,
je cite des Gémeaux, Kiabi et d'autres, on n'a pas du tout, enfin il y a un décalage total entre ces valeurs annoncées, qu'on reconnaît tous parce qu'on est obligé, et la réalité du terrain. Et ça passe par la considération. Et encore, la considération, c'est du donnant-donnant, ou dans la mesure où on tombe sur quelqu'un de correct, si je tends la main vers une personne, eh ben, il y a de fortes chances qu'elle se mette à me l'attendre aussi. Voilà. Ok, c'est bien. Deuxième mot? Deuxième mot, un mot d'actualité également, l'intelligence artificielle. Alors là, pour le coup, c'est deux mots. Ouais. Alors moi, j'ai tous les entrepreneurs qui passent boire le café qui m'en parlent. Ouais, c'est énormément d'actualité. Alors nous, on est en plein dedans. On est d'autant plus en plein dedans que, comme j'ai repris cette société il y a 1 an, et qu'on a eu toujours, il y a cette histoire digitale qui revient, mais le projet digital qui arrive, on a eu, par exemple, une des complexités sur la réalisation, c'est qu'on avait 13 000 références à créer en fiche article. Voilà, pas évident. 13 000, ça fait quand même un morceau, surtout dans le temps imparti pour la sortie du site. Et on avait 2 solutions. La première, de faire appel à la structure à laquelle on avait fait appel, on va dire 6 ans auparavant. Et puis, de commencer à mettre les doigts dans l'intelligence artificielle. Et en fait, mon chef de projet digital a commencé à creuser. On a énormément avancé dessus et je crois qu'il a réussi à sortir 13 000 fiches, moyennant bien évidemment pas mal de tests, parce qu'il fallait calibrer en fait la manière d'écrire l'intelligence artificielle, mais on s'est appuyé sur cette intelligence artificielle pour faire la base des fiches articles. Et c'est extrêmement impressionnant en termes de qualité. Ouais. Et puis ça a tombé par terre en termes de coûts. C'en est même déstabilisant. Ouais, tomber par terre, déstabilisant, c'est la même chose, mais c'est à ce point-là. Et donc du coup, de ce côté-là, ça a été appréciable. Bon, il y avait 2-3 trucs à corriger, mais dans l'ensemble, c'était de très bon niveau. Et ça fait poser beaucoup de questions. Alors derrière tout ça, on réfléchit aussi à d'autres schémas. L'autre schéma qui peut nous intéresser sur l'intelligence artificielle, on pousse les curseurs très loin. On est en train de réfléchir à des notions d'intelligence artificielle, mais de type privatisé, pour pas donner toute l'information disponible à la concurrence. Oui, tu vas pas tout mettre, toute ta boîte dans le chat GPT. Exactement. Et là, on est en train de travailler en fait sur la modélisation de nos points de vente et sur la recherche en fait des meilleures implantations par rapport à toute notre capacité de data dont on dispose, qu'on intègre dans un énorme fichier qui nous permet de mixer le chiffre d'affaires, la ville, le nombre d'habitants, les pourcentages d'univers en fonction de tout ça, les marges, les superficies, le nombre de vendeurs, etc., etc., etc. Et on pousse de la donnée et on est en train d'écrire ça. Le seul souci, c'est que pour l'instant, on est en réflexion pour ne pas rendre disponible cette donnée qui nous appartient. Et voilà. Mais très clairement, il y a de vrais sujets d'intelligence artificielle. Il y a d'autres sujets sur l'intelligence artificielle sur lesquels on est en réflexion. C'est des intelligences artificielles qui seraient liées à nos logiciels en fait d'encaissement et de nouveau de données sur les ventes et les achats, pour que l'intelligence artificielle soit là en prédiction en fait de nos réassorts automatiques de nos 20-80, comme tu le sais, qui sont le nerf de la guerre, pour casser le plafond de verre. Pour mieux travailler les achats. Exactement. Ça permettrait de consolider en fait le travail de nos salariés, qui font du bon travail, mais de temps en temps, c'est pas toujours facile de faire comprendre ce qu'est une véritable notion de 20-80. Quand on descend vraiment jusqu'au point de vente, puisqu'on leur laisse quand même la main sur leur réapprovisionnement pour donner de l'intérêt aussi au métier. Et voilà, ce système-là permettrait d'accompagner et d'avancer là-dessus. Donc l'intelligence artificielle va arriver pleinement dans le commerce, ça c'est d'une évidence totale, parce que moi, à ma toute petite échelle de Cocoon, j'ai une réflexion de ce type-là. Alors je vous laisse imaginer à des échelles qui sont beaucoup plus grandes, Decathlon, Kiabi, Leroy Merlin, qui doivent avoir des notions de data qui sont bien supérieures aux miennes. Bon, eux, ils sont implantés partout, donc peut-être qu'ils ont moins ce type de problème. Mais ceci dit, par exemple, j'ai vu que Decathlon était en train de carrément de faire volte-face sur ces nouveaux magasins.
Et potentiellement, il y a eu une analyse qui a été extrêmement forte de la data les concernant, et c'est leur grande capacité à rebondir, et ils essaient des magasins, ils retournent vers les centres-villes avec des magasins d'ultra qualité, de type Nike, Pro Shop, etc., tout en étant à l'image de Decathlon. Donc là, ils ont dû avoir des systèmes d'analyse pour aller sur des sujets comme ça et de rebondir, parce que c'est l'axe du nouveau développement de Decathlon, ça va loin. Hein. Donc voilà, je pense qu'il doit y avoir certaines choses qui doivent se croiser. Je trouve ça fascinant. Je ne vous ai pas fait rebondir là sur le mot, mais sur l'IA, c'est déjà par rapport au schéma c'est des choses auxquelles vous avez déjà réfléchi ou... Oui, bien sûr. Bien sûr, mais de manière beaucoup avancée que toi. Hein. Aujourd'hui, l'IA, c'est juste un outil qu'on imagine utiliser de façon primaire pour dégrossir effectivement des bases de données, des enregistrements de texte, des choses de ce type. Aller jusqu'à, si j'ai bien compris, déterminer une implantation future sur une base IA, j'avoue ne pas y avoir songé, puisque ça fait partie d'analyses qu'on va faire par nous-mêmes. Mais ouais, ça serait très intéressant qu'on en discute en tête, parce que ouais, il y a quelque chose qui m'interpelle. Je pense qu'on ne mesure pas encore effectivement les effets et les bienfaits à venir de ce genre de choses. Quand tu parles aussi des 2080, à la base, je suis un peu surpris, parce que je me dis, mais t'as pas besoin d'IA pour ça. Enfin, nous avons tous les outils nécessaires pour le faire en intelligence humaine et pas intelligence artificielle. Mais forcément que je me trompe, parce qu'en fait, on parle d'un domaine que je pense qu'on ne maîtrise pas du tout, et donc ne perçoit pas encore ce dont on va pouvoir faire comme utilisation. Après, comme toute nouveauté, je pense que nous sommes un certain nombre à être un peu frileux, à se dire bon, c'est bien beau, mais il y aura des bugs, ça va pas marcher, pourquoi changer ce qui marche actuellement? J'ai déjà suffisamment de boulot pour en plus me lancer dedans, parce que je pense que l'intelligence artificielle, ça ne veut rien dire, enfin c'est un bien grand mot, mais qui englobe beaucoup de choses. Et je pense que pour qu'elle soit utile à un stade intéressant, ça nécessite forcément un investissement pour être dans la connaissance de... Et dans ce que tu dis, en fait, souvent on a peur, on dit l'intelligence artificielle va remplacer l'homme. Autant quand tu as fait tes fiches, on peut comprendre que bon, ça a été fait par la machine. Mais toi, quand tu vas dire, tu réfléchis à l'implantation de tes magasins, ou comme toi, quand tu sais, l'humain peut le faire, les 20-80, mais sauf que ça amène une donnée en plus. Et qu'à un moment, quand il faut prendre une décision, on a une donnée en plus qui nous permet de faire un choix qu'on espère meilleur. C'est comme moi, l'expert comptable. L'expert comptable, c'est pas lui qui va me dire vends ce bâtiment à tel prix ou travaille comme ça. Par contre, il va me donner des éléments qui fait que je vais prendre, à mon sens, la meilleure décision. Et quand l'IA est amenée comme ça, ou dire voilà, tiens, te donner d'analyse qu'on va pas trouver parce que ça demanderait beaucoup de temps pour travailler. Par contre, instantanément, avec toute la data qu'on utilise finalement très peu, ça nous permet de sortir de la donnée. Oui, c'est ça. Hein. Moi, je le vois vraiment comme une aide à la prise de décision. C'est ça. Voilà. C'est parce qu'au final, ce qu'on se dit là, et qui t'a fait rebondir et qui t'a fait sourire sur le travail de la potentielle implantation, et qui est prédictive, tout simplement, nous, en tant que commerçants historiques, on avait un peu de nez, on se disait là-bas, ça doit être pas mal. Et suivant le schéma qui était utilisé, moi je l'utilisais pas trop, mais potentiellement à des échelles beaucoup plus grosses, je pense qu'il y avait des études de marché qui étaient faites. Et là, on payait un bureau d'études de marché. Ceci dit, aujourd'hui, si on regarde comme on est quand même outillé informatiquement, la data, même à ma petite échelle, et puis toi à une échelle qui est plus grosse, on en dispose quand même pas mal. Avec 33 points de vente me concernant, toi une quarantaine, 23, pardon. Surtout aujourd'hui, tout est rentré. Exactement. L'information, on l'a. Il suffit juste de savoir la traduire. Et après, l'intelligence artificielle, là où elle est très impressionnante, une fois qu'elle est bien maîtrisée, bien calibrée dans la typologie de la question, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a une sorte de prédiction qui est hyper intéressante. Après, je pense que l'humain doit juste utiliser ça pour en faire sa réflexion personnelle et derrière appliquer ou pas. Voilà. Alors, dans ce que tu disais, il y a quand même un élément qui est aussi important et que vous avez bien entendu, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle a été capable de sortir 13 000 fiches en moins d'une journée pour un coût de $40. Quand on avait un devis pour 13 000 fiches qui devait être de l'ordre de, je ne me souviens plus, mais c'était entre 30 et 40 000 euros. Voilà. C'est dingue. Il ne faut même pas calculer le rapport parce que non.
Et en ça, c'est sûr que ça doit faire poser pas mal de questions à ceux qui ne seront plus. Parce qu'il y a des métiers qui seront forcément impactés par l'intelligence artificielle. Je sens, Philippe, que c'est en train de travailler là. Bien sûr, bon, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un bas sujet. Puis en plus, on ne connaît pas encore tout, donc c'est difficile d'avancer sur ce sujet. Maintenant, on va continuer avec une nouvelle séquence. C'est coup de cœur ou coup de gueule. Jingle. Coup de cœur ou coup de gueule? Qui veut commencer? Allez. Donc je dois choisir un coup de cœur, un coup de gueule. Ouais. Je suis passionné des deux, donc... Allez. Coup de gueule. Coup de gueule. Qui gueule un peu des fois. C'est bon. C'est quoi alors ton coup de gueule? C'est ça la question. Ah, pardon. J'avais pas compris, je répondais sur le moment. Mais par rapport à quoi? Est-ce que ton coup de gueule du moment ou ton coup de cœur? Mon coup de gueule du moment, c'est l'incompréhension face aux mesures étatiques, notamment les différentes lois qui qui se rajoutent, et dans un contexte économique quand même très compliqué, pour lequel on ne tient absolument pas compte de la performance à venir des entreprises. Je parle de différentes choses comme les avènements sociaux, la complexité de mise en place, tout cet mobilisme qui vient complexifier nos métiers. On voyait avec les agriculteurs qui se plaignaient d'avoir des fiches de renseignement hyper compliquées. Je ne suis pas agriculteur, mais je les comprends. Parce qu'effectivement, l'agriculteur, on conçoit aisément qu'il soit, sans être péjoratif, derrière son tracteur, ce qui est normal, autrement dit son outil de production, et pas qu'il a passé plusieurs heures par jour à faire de l'administratif. Si vous regardez ce qu'est une fiche de paye, aujourd'hui, une fiche de paye, ben oui, il faut être un spécialiste pour pouvoir rédiger une fiche de paye. Les abattements filants, ça. Tout ça pour une personne qui gagne une somme fixe par mois. Alors, il y a plein de calculs. J'arrive pas à comprendre qu'on ne se pose pas la question de mettre en place des simplicités permettant d'opérer des gains. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas ton métier. C'est pas mon métier, ça n'aide à rien. Ça n'aide à rien. Après, toutes ces mesures, qu'elles soient donc sociales, qu'elles soient écologiques, partent d'un bon sens que je comprends. Mais jamais on ne se pose la question de se dire est-ce que ça risque pas de faire mal quelque part? Est-ce que ça va pas faire... Qu'est-ce que ça amène? Alors aujourd'hui, je suis peut-être vieux jeu, mais je m'insurge, je prends sur le plan social. Aujourd'hui, je m'insurge sur le fait de droit de paternité. Ben voilà, j'ai un père a un enfant, il a droit à 1 mois, comme on faisait nous avant. Et dans certains pays nordiques, c'est pas 1 mois, c'est 3 mois. Mais personne ne semble se poser la question de se dire comment fonctionne pendant ce temps une entreprise. C'est pas un problème. On a l'impression qu'on est des sortes de vaches à lait où, alors certes, il y a l'image de très grands groupes qui sortent des profits colossaux qu'on peut qualifier d'unisportionnels voire honteux, peut-être. Mais on semble oublier une marge conséquente d'entreprises qui sont borderline quand même, et pour lesquelles on ne fait rien. Donc voilà, sur le plan social. Sur le plan économique, c'est pareil. Il y a plein d'aberrations, je me dis, mais on marche sur la tête. Je vous prends notre exemple sur un plan social, qui est vieux, celui-ci, donc ce n'est pas nouveau, les aberrations. Nous avons l'obligation de recruter un certain nombre de personnes handicapées. 6%. Si les chiffres sont toujours d'actualité, peut-être qu'ils ne sont pas, mais c'est la tendance, c'est l'image. Or, il se trouve qu'il n'y a pas 6% de population handicapée. Donc c'est-à-dire si tout le monde joue le jeu, c'est pas possible. Donc mais comment est-ce qu'on peut mettre en place une chose pareille? Sur un plan... écologique, pareil, on nous impose des choses, des contrôles, mais il y a des aberrations on ne pense pas en fait. Alors, dernier coup de gueule, pourquoi l'État ne met pas en place des sortes... Non mais on a des contrôleurs fiscaux, des contrôleurs SAF, on se fait contrôler. Mais pourquoi l'État ne mettrait pas en place une chose qui me paraîtrait relativement évidente, c'est un suivi d'accompagnement. Alors oui, ça existe quand on est en liquidation judiciaire. Et là, c'est comme la phase où, en gros, c'est est-ce qu'on continue l'aventure ou est-ce qu'on arrête tout? C'est un peu trop tard. Moi, je me dis, pour des entreprises, moi, j'ai passé ma vie à payer des impôts, à tout niveau, beaucoup trop, bien sûr, à mon sens, mais pas pour moi personnellement, pour l'ensemble de mon entreprise. On est taxé dans tous les sens. Et je me dis, en contrepartie, pour des entreprises qui, pendant longtemps, ont pu être génératrices de forts profits,
profit trop important. Comment t'as accompagné Pourquoi, le jour où cette entreprise deviendrait éventuellement bancale, qu'est-ce que l'État pourrait faire pour lui prodiguer des conseils, que ce soit en termes de gestion, à tout niveau, gestion, informatique, intelligence artificielle demain, juridique, ainsi de suite. avant rien. la fermeture? Donc en gros, il y a une sorte de vache à lait compression, et puis le jour où cette vache à lait arrête de produire, et ben ça y est, on passe sur la phase arrêt, liquidation judiciaire ou autre, mais on ne se pose pas la question de se dire, je ne peux pas essayer de la renflouer. Et toutes les mesures que je constate depuis un certain nombre d'années sont dans le sens de l'amélioration de la personne, des valeurs éthiques, ce qui en soit très bien, mais jamais, au grand jamais, dans un pays qui se prétend quand même être capitaliste, pour aider à se développer des entreprises. Voilà mon coup de gueule. Un vrai sujet. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais on verra si ça fait réagir. Coup de cœur ou coup de gueule? Allez, je vais mettre un petit coup de cœur. Ah. Coup de cœur, on va rester sur le retail. En fait, j'ai été récemment très impressionné en fait par le changement de certaines grandes enseignes sur la montée en puissance de la qualité des vendeurs, tant en termes d'information qu'en termes de qualité de service et d'accompagnement. J'ai été ravi, et en plus c'était des jeunes. Donc comme quoi il y a un très bon niveau. À mon avis, on avait largement perdu, ne serait-ce que par le fait que le métier de vendeur était très très mal perçu, c'était quand même une voie de garage. Et pour revenir sur le sujet qu'on a énormément évoqué, sur le fait qu'on soit sur des enseignes qui ont vraiment compris ce que le digital pouvait apporter, et on avait une expérience sans couture entre la consommation digitale et le point de vente, et où le point de vente arrive les bras ouverts avec son consommateur qui rentre, avec son produit qui a été racheté bien sûr sur le réseau de l'enseigne, qui arrive ne serait-ce que pour un ourlet dans le magasin, parce qu'il ne pouvait pas le faire sur internet bien évidemment, et avec un niveau de service et un niveau d'accompagnement du vendeur, j'ai trouvé excellent. Au même titre, et là on parle plus retail digital, mais retail classique, un niveau de service toujours du même type. Donc le maillage des magasins se fait sur la France. Alors, là pour le coup, c'était une consommation sur Lyon. Maintenant, moi j'habite dans le sud de la France. On n'avait pas la possibilité d'attendre. Pas de problème. Vous vous rendez à la boutique, votre produit, il vous attendra dans le sac. Vous vous garez devant. Enfin, voilà. Et là, j'étais vraiment ravi parce que je trouvais que dans les centres-villes, mais pas seulement, mais peut-être que j'accordais, on va dire, une marge un peu plus importante au réseau de zones commerciales, en disant que c'était des paquebots, et que ma foi, les vendeurs, ils étaient là comme étant des pions accompagnants, et plutôt à ranger, plutôt qu'à renseigner. Et les centres-villes qui avaient énormément de mal à upgrader la qualité qu'ils devaient avoir pour se différencier des zones. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. Voilà, je ne citerai pas les enseignes, mais plusieurs. Et ça avance. Et voilà, exactement. Oh, super. Je vois que le temps passe un peu, j'ai encore plein de questions à vous poser. Donc on va passer à la séquence « Pourquoi vous avez investi ici et pas ailleurs ?» Jingle. Alors, pourquoi ici? Philippe, j'ai commencé par toi, ce que tu es en train de voir. Pourquoi j'ai investi ici? Pourquoi ici? Ici, Quand tu as repris les magasins, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu n'es pas allé ailleurs? Pourquoi tu es resté ici? Par rapport à un historique, puisque j'ai intégré une société créée par mon père, lequel était venu dans la région parce qu'il avait racheté à l'époque une petite affaire qui était à Bourg-les-Valences. Et donc, la société s'est développée ici, le siège social s'est développé ici. Et donc, j'ai intégré le siège social à Valence, et depuis, à moins de délocaliser, ben oui, je suis appelé à rester sur cette localisation. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais de l'intérêt de l'humain, donc oui, je ne me vois pas délocaliser et à changer des collaborateurs importants pour nous.
puisque j'ai toujours considéré qu'un collaborateur, c'est un élément participatif, c'est un maillon d'une chaîne et c'est pas un pion. Donc à partir de là, je ne me vois pas dire oui pour des questions qui seraient alors soit stratégiques, et il n'y en a pas, soit de confort. Oui, parce que je préfère peut-être ou pas habiter telle ou telle région. Mais il n'y a pas de raison stratégique. Valence est quand même, pour une PME locale, régionale, nous ne sommes pas nationaux, l'emplacement est plutôt bien placé. Donc je n'ai pas d'intérêt. Alors toi, tu nous as un petit peu quitté, tu reviens, tu es toujours ici. Oui, je fais des allers-retours. Alors après, soit on parle d'avant et qui était Approche. Quand j'ai créé Approche, forcément, moi je suis un Valentinois historique avec tout mon réseau existant sur la région valentinoise et ça me paraissait bien plus simple de partir de Valence pour arriver après à Mapei. Là, l'histoire fait qu'aujourd'hui, j'ai racheté une société qui est plutôt dans le sud de la France. Voilà. Et tu reviendras ? Ah, c'est possible que je revienne. Ouais. Et plutôt que prévu. Super. Allez, je continue à dérouler. Maintenant, on va voir quels sont vos projets du moment. Jingle. Alors, quelles sont vos actus? Quels sont vos projets du moment? Tu nous as un petit peu parlé d'IA, mais est-ce qu'il y a pas mal d'ouverture? Philippe Moi, j'ai deux projets dont on en a parlé. C'est mené par mon frère, principalement, la création d'un site internet qui, donc, comme on a longuement parlé, nous amènerait beaucoup de réponses, beaucoup d'obligations de perfectionnement. Puis pourquoi pas un chiffre d'affaires supplémentaire, ce serait pas négligeable. Donc, le site internet, c'est prévu pour quand? Tu as des dates? C'est prévu pour le 15 avril. Okay. Avec des différents aléas encore, mais c'est imminent. Ceci, donc, comme on l'a dit, nous permettra beaucoup de choses. Nous permettra de remettre en cause le physique, ainsi de suite, et de progresser, d'apprendre à améliorer nos data, d'apprendre à peut-être développer de l'IA. Mais voilà, c'est aussi un peu une remise en cause. C'est un petit peu, je dépoussière l'ordre établi et j'essaye de revoir un peu comment optimiser tout ça. Et mon deuxième cheval de bataille, qui est un cheval de bataille récurrent, c'est d'arriver à retrouver le cœur de notre métier de vendeur. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, j'ai une société composée, je pense, objectivement de très bons vendeurs. Parce que c'est une chose à laquelle on attache de l'importance. Et bien souvent, j'ai le plaisir à imaginer que nos vendeurs sont meilleurs que ceux qu'on trouve en face. Sauf que, aujourd'hui, avec une période 2024 qui n'est pas annoncée comme très bonne et qu'on constate depuis un certain temps comme étant pas terrible, alors c'est un peu mieux pour nous que pour nos confrères, mais bon, c'est pas parce qu'ils marchent moins bien que nous que ça me satisfait. Les temps ne sont pas annoncés comme étant très bons. Et je me dis, sur quoi peut-on aujourd'hui s'améliorer? Quand je constate les efforts faits par tous, il y a quand même des efforts colossaux dans le retail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les sociétés sont quand même... C'est fini les mauvais magasins. Ils sont tous beaux, bien pensés, bien achalandés, bien structurés, bien présentés dans la présentation des produits, bien présentés dans l'offre promotionnelle, dans le schéma, le parcours client, et ainsi de suite. Donc je me dis, ça c'est un sujet sur lequel je me suis battu pendant des années nous concernant, donc l'amélioration du magasin physique, l'amélioration de l'offre produit, l'amélioration de la gestion des stocks, ça c'est juste colossal. Et puis maintenant je me dis, je vais renforcer ce qui à la base était notre point fort et pour lequel je trouve qu'on est pas mal, mais encore perfectible. Alors c'est peut-être une quête, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, je suis un peu, j'assimile ça un peu au sport. Pas que je suis un grand sportif, on s'en fout, mais pour moi, un manager, c'est un peu comme un coach. C'est-à-dire que plus on a un bon élève, plus on veut lui demander d'être encore plus performant en lui apprenant à trouver de la satisfaction dans le chemin parcouru et en se retournant en disant « t'as vu d'où tu es parti et tu peux sans cesse progresser ». Souvent, je fais ce geste à mes équipes, tu es là, tu peux arriver là. Quand tu seras là, je te demanderai d'être là pour un jour encore arriver là. Et il ne faut pas le voir comme une frustration permanente, mais au contraire, comme une progression qui permet de savourer ce qu'on a pu acquérir. Et donc, en termes de vente, je suis un peu surpris de voir, donc là encore ça rejoint en partie le digital, que alors que les informations essentielles sont disponibles par tout le monde, que les schémas de vente, les bonnes pratiques, les bons gestes, voire même les bons arguments, ne sont pas prodigués systématiquement. Et ça me donne. On l'a peut-être un petit peu oublié, parce qu'on a beaucoup parlé de digitalisation, on a beaucoup travaillé certains axes, la data et tout, et
C'est intéressant. Ton e-learning, c'est déjà en place? Ça sort en même temps que le site à peu près. Alors l'e-learning, c'est pas attention. Ça en fait partie, ça, oui, pour vendre bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, moi, ce que j'explique à mes vendeurs, à tous mes vendeurs, à MDN, avec toutes mes équipes de façon générale, je leur dis, vous le savez tout ça. Et quand je dis, j'aimerais bien que soit vous me disiez non, je le fais pas. Soit si vous me dites oui, c'est pas oui, je le fais, c'est oui, je m'engage à le faire. Parce qu'aujourd'hui, on est tous dans la compréhension intellectuelle du bienfait d'un bon argumentaire commercial. On est d'accord, personne ne va dire non. Quand j'explique à mes vendeurs que pour développer du chiffre, ça passe par, bien sûr, un bon accueil, mais aussi par un moment d'accueillir le client, ni trop tôt, ni trop tard, que ça passe par le fait de pouvoir d'opérer une montée en gamme. Parce que si je vends un produit à 10 et que je vends un autre produit plutôt un produit à 15 qu'à 10, c'est mieux. Et ensuite, faire de la vente additionnelle. Quand j'explique ça à mes équipes, tout le monde fait ce que vous êtes en train de faire, c'est tout le monde fait oui. J'ai un stop, on arrête de dire oui, j'ai compris que vous aviez compris, quand est-ce qu'on s'engage à le faire? Et ça passe par l'assimilation qui est un peu identique aux bonnes résolutions de début d'année. Il faut que je mette au sport, il faut que j'arrête de boire ou de fumer, il faut que je perde du poids, il faut que... Tu le sais, mais pourquoi tu ne le fais pas? Et je pense qu'on ne le fait pas parce qu'on n'est pas... je pense qu'on ne le fait pas parce que soit on n'est pas convaincu, mais surtout parce qu'on n'arrive pas, et ça c'est très dur, à s'auto-évaluer. Et bon nombre de personnes pensent que ce que je fais n'est pas très grave, n'est pas très préjudiciable. Et c'est là où le regard d'une tierce personne peut être intéressante. Voilà. Un sujet. Gros niveau d'analyse. Mais c'est extrêmement intéressant. Et moi, quelque part, j'en suis ravi, parce qu'on a les mêmes problématiques. Il n'y a pas de sujet, quoi. Ouais. C'est une problématique. La vente, telle qu'elle, bien sûr, il y a l'ADN de l'entreprise, mais le métier de vendeur, il existe depuis la nuit des temps. La méthodologie de la vente, elle existe depuis la nuit des temps. Le seul, peut-être problématique qu'il y a eu, c'est peut-être ce qu'on a évoqué. C'est peut-être que le métier de vendeur, quelque part, ça s'apprend, mais aussi il y a une certaine fibre. On parle de la fibre du vendeur. Hein. Si on l'a pas. Si on n'est pas axé sur la communication, c'est déjà un peu... Si on est introverti, c'est déjà pas facile d'aller vers l'autre. Et souvent, les fondamentaux de la vente, elles sont soit en soi, parce que on a une manière de communiquer, on a une manière d'appréhender, on a une manière de regarder, on a une bienveillance envers notre interlocuteur et surtout beaucoup d'empathie. C'est très très important. Moi personnellement, je rencontre les mêmes problématiques. Nous, on a des vendeurs qui sont extrêmement experts. On ne peut pas se permettre de donner n'importe quoi aux consommateurs face à la demande. Ce qui est exactement aussi ton cas, puisque en fonction de leurs besoins, il faut quand même les flécher vers le bon produit. Mais donc ça, ce que je me suis aperçu, c'est que des vendeurs qui pouvaient être extrêmement experts peuvent être des vendeurs très médiocres. Et j'ajoute à ça qu'il n'y a pas que la vente dans un métier de vendeur aujourd'hui. Là encore, ça devient un métier complexe. Un vendeur, c'est aussi quelqu'un qui sait mettre en place son produit, qui sait commander, qui sait rendre propre son magasin. Donc, un vendeur, c'est un métier qui n'est pas très très bien rémunéré, parlons clairement, et c'est un métier pour lequel on demande beaucoup quand même de choses. La polyvalence. Donc on peut avoir, et c'est une problématique constatée parfois, on peut avoir quelqu'un qui est un bon élément, parce que c'est un bon gestionnaire, parce qu'il est rapide, parce qu'il est efficace, parce qu'il fait choses dans un délai imparti correct, parce qu'il priorise bien ses tâches, et pour autant, comme tu le disais, c'est pas forcément un bon communicant. Ça reste quand même un très bon collaborateur. Donc, il y a ce panel de tâches qui fait que c'est compliqué, on ne peut pas avec des killers à la vente, parce que schématiquement, et de façon un peu exagérée, le killer, c'est aussi quelqu'un qui a un électron libre. Ouais. C'est quelqu'un qui va pas le gérer. Il va sur le client, mais derrière, c'est le bazar partout, il n'a rien commandé, le chiffre prime. Ce que j'explique souvent, c'est que la réalisation d'une vente, c'est la partie immergée de l'iceberg, mais qu'en amont, il y a tout le back-office qui est aussi important. Et pour donc pallier cette difficulté sur des vendeurs médiocres, tant mieux, si on a de bons vendeurs et qui en plus seraient bons gestionnaires, tant mieux. Mais l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on peut les aider à ce que ce qui ne soit pas naturel chez eux puisse devenir d'une façon plus aidée, c'est-à-dire accompagné par des méthodes un peu pavloviennes certainement,
mais où on déroule un schéma de vente, des termes même, des arguments, qu'on a pensé pour eux s'ils ne sont pas capables d'avoir l'improvisation de réaliser devant un client une vente naturelle. Ok. Tu nous partages ton projet ou ton actu du moment? Oula, actu très chargé. Actu très chargé. Ouverture de magasin encore? Alors, on a une actualité d'ouverture de magasin qui est importante puisqu'on est sur un rythme de... alors là, on a ouvert 5 points de vente en 3 mois. C'était pas forcément voulu. C'était très intense. Les équipes ont souffert, mais ont fait un travail formidable. Donc ça, c'était génial. Mais par contre, là, la prochaine fois, on va essayer quand même d'étaler plus le sujet. Parce que j'ai mis un mal la structure, sans le vouloir. Il y a eu pas mal d'impondérables dedans. Mais voilà, donc de l'ouverture de point de vente, c'est évident. On doit être à peu près sur un rythme entre 3 et 5 par an. Voilà. Ce que tu as fait en 6 mois, en moins de 6 mois. En moins de 6 mois. Et puis là, demain, on a la mise en ligne de notre site internet. D'accord. Aussi marchand. Aussi, et puis on a la transformation de la logistique, parce que en fait, tout va tellement très vite que en fait, on a énormément de dossiers. Transformation logistique, c'est un sujet qui n'était pas simple pour moi, parce que je ne connaissais pas grand-chose. Et on était à saturation avec ce dont on disposait, ça nous créait pas mal de problématiques et de surcoûts. Et là, voilà. Vous pouvez continuer à échanger. Alors, je suis sûr que vous allez encore échanger sur vos sites, ce que bien sûr vous allez faire. Parfait, on va continuer. Et maintenant, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle. Alors bientôt, de nouveaux invités vont venir boire le café. Qui est-ce que vous aimeriez bien voir à votre place? Est-ce que vous avez un nom à me donner? Je vous en donne un chacun. Non, comme ça, non, ça ne me vient pas. Et puis, franchement, vu la qualité de ce qu'on a fourni, je ne vois pas. Donc on arrête là. J'adore. Non, comme ça, spontanément, ça mérite le temps de réflexion, pour moi. Ouais, ce qui serait intéressant quand même d'avoir assis à notre place, et c'est la personne en ce moment qui fait quand même bien briller la région au niveau économique, qui serait Pierrick. Ouais. Puisqu'il a sûrement beaucoup de choses à nous apprendre. Pierrick Bonnier. Exactement. Cohésio. Ça, c'est intéressant. Et puis, une autre personne, alors qui C'est comme ça que tu le donnes à Philippe. Une autre personne potentiellement qui serait intéressante, je pense, pour la ville de Valence. Plutôt une personne qui n'est pas un entrepreneur, mais si on axe sur le commerce ou l'industrie, après, à toi de faire ton choix, c'est une personne qui soit liée à l'aglo, quand même, et avec la politique, qui souhaite mettre en place, et comme Nicolas d'Aragon, il aime bien annoncer et faire, avoir les futurs plans qui sont dédiés à la ville de Valence. J'ai invité Nicolas. On verra s'il répond. Très bien. Bon, l'émission touche à la fin. Merci d'avoir joué le jeu. J'espère que c'était pas trop inconfortable pour vous. En tout cas, il y a plein de belles choses qui se sont dites. J'espère que vous allez continuer à échanger tous les deux. Vous ne connaissez pas. Non, mais j'étais ravi de te rencontrer. Et effectivement, j'ai moult questions à te poser. Et je pense qu'on peut avoir des synergies Oui, intéressantes. Et quand je vais te dire l'heure, tu vas me dire oula, déjà. Donc, je vais vous remercier. Et puis, je donne rendez-vous pour une prochaine émission avec de nouveaux invités prochainement sur le plateau. Merci.